Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Valentin. Nous allons essayer ensemble de redonner vie au format bibliographie sur le podcast que j'avais lancé il y a 2 ans et demi, 3 ans, euh, qui avait pas survécu longtemps. Aujourd'hui, on va essayer de reprendre. Donc le but, c'est de parler d'ouvrages qu'on a lu, soit toi, soit moi, ça peut même être les deux éventuellement, mais à tour de rôle, on choisira un livre que l'un d'entre nous aura lu et viendra expliquer à l'autre en fait. Voilà, plutôt des ouvrages de type non-fiction. C'est pas une règle absolue, mais voilà. Et aujourd'hui, Valentin, donc pour relancer la machine, tu m'as proposé de venir parler d'un livre de Dominique Reynaud qui s'appelle La sociologie et sa vocation scientifique. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un livre qui a été publié en 2006 chez Hermann. Tout à fait. Voilà. Alors, je ne sais pas ce sur quoi on peut se lancer, mais faut savoir que bon, Dominique Reynaud, c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs ouvrages de sociologie des sciences, il me semble. Et celui-ci, la sociologie et la vocation scientifique, de quoi est-ce qu'il parle dans les grandes lignes? Alors déjà, il faut savoir que c'est un bouquin qui a été édité dans une collection dirigée par Gérald Bronner à l'époque, chez Hermann. D'accord. Donc c'était la collection. Alors il n'y a pas le nom de la collection, mais voilà, c'était dirigé par Gérald, qui a été Mais interrogé. j'ai l'onglet ouvert, c'est Société et Pensée, si je Et dis pas de voilà, exactement. bêtises. Ouais. C'est ça le nom de la collection. Alors le livre, en fait, il a pour thème, c'est l'épistémologie déjà. Avec le nom, bon, on sait qu'on va parler de la constitution de la connaissance en sociaux. Et en fait, c'est de l'épistémologie comparée. Alors, en fait, la sociologie a reçu nombre d'attaques qui voudraient la placer dans une épistémologie à part. Alors, il y a différents termes. Il y a épistémologie régionale ou spécifique. Il y a d'autres encore, je ne sais pas forcément en mémoire pour l'instant. Hmm. Et en fait, il veut. C'est pas Oui, forcément, je t'interromps, pardon, mais c'est pas pas de forcément des souci. attaques. Euh, c'est Non, non, souvent non. des gens qui veulent défendre la sociologie, la promouvoir, qui lui prêtent une épistémologie, disons, nettement différente de celle des sciences naturelles. Bon, Exact. on pourra y revenir, mais Après, je te laisse reprendre si sur on se ça. pointe d'un point de vue rationaliste, on peut considérer ça comme des attaques, mais effectivement, ils le font pas de manière Hmm. ouverte. Et en fait, il la compare donc à la physique. Donc, il compare sociologie et physique sur certains postulats qui ont été donnés sur ce que devrait être la sociologie. Donc, il n'essaie pas de démontrer, et quantitativement, il n'essaie pas de montrer si la sociologie est produit effectivement des choses différentes ou pas. Il essaie juste de montrer qu'il existe des régimes de possibilités de la sociologie et qu'il peut exister une sociologie, disons, par exemple, qui utilise le raisonnement expérimental. C'est c'est un des chapitres qui est dedans. Donc voilà, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est 6 chapitres voilà, de comparaison. Premier, c'était sur la querelle des universaux. Alors je ne sais pas si l'audience ici connaît un petit peu ce... Je sais pas, mais moi, ça me parle pas trop, donc tu peux en tout cas Non. expliquer. Alors en fait, c'était le débat du nominalisme et du réalisme en sociologie. C'était de savoir si des êtres collectifs, par exemple, peuvent être des agents, si on peut les considérer comme existants ou comme ayant une intention. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nominalisme et le nominalisme et le réalisme des universaux en sociologie. Donc c'est un débat qui a longue date et qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui. Donc ça, c'est son premier chapitre. Et en fait, il va le comparer à ce qui peut se passer dans les sciences naturelles. Et il montre aussi que des fois, en sciences naturelles, il n'y a pas strictement du nominalisme. On remarque aussi qu'ils peuvent adopter un point de vue réaliste là-dessus. Sur le deuxième chapitre, il parle aussi de la multiplicité des paradigmes. En fait, on avait opposé à la sociologie que, comme elle a beaucoup de paradigmes, en fait, ça nuit à sa capacité d'être unifiée en tant que science. Et du coup, Dominique Reynaud, il montre que déjà des paradigmes
peuvent être réunis à l'unité. Donc, par exemple, il prend le paradigme de Weber avec le paradigme de Simmel et il montre qu'ils peuvent se réunir en un seul. Donc, il dit déjà, ça montre que finalement, ils ne sont pas si différents que ça. Et puis, il montre un exemple en physique. Donc, il prend comme premier exemple, il prend la théorie des gaz, dans laquelle il affirme qu'il existe 3 paradigmes au niveau microscopique par la dynamique classique, etc. Et il le fait idem pour… En fait, pour lui, la dualité onde-corpuscule, c'est un exemple de double paradigme. Comme il existe des paradigmes, une multiplicité de paradigmes en physique, et comme il existe une multiplicité de paradigmes en sociologie, on ne peut pas en faire un critère qui va différencier, qui va faire qu'on doit promouvoir une épistémologie différente pour la sociologie. Alors, il fait de la même façon sur les concepts. Alors, c'était Passeron. En fait, Passeron avait fait dans un livre assez connu, c'était, je n'ai plus le titre en tête, c'était sur le raisonnement sociologique. Ouais. Voilà, le raisonnement sociologique. Et en fait, dedans, il élabore l'idée que la sociologie serait la seule science qui disposerait de désignateurs semi-rigides, c'est-à-dire en fait des concepts qui réfèrent à quelque chose d'unique. Et de par ce statut vraiment particulier des concepts-là, cela en ferait automatiquement une science différente. Donc, en fait, Dominique Reynaud, lui, donc il regarde un petit peu ça, il regarde un peu les différents concepts. Et finalement, en creusant un peu, il se rend compte qu'en astronomie notamment, en fait, il existe des concepts, les étoiles, des noms d'étoiles, des choses comme ça, qui en réalité s'approchent de ces désignateurs semi-rigides. Et il montre qu'en sociologie aussi, il existe comment on appelle, des concepts analytiques quantitatifs. Et donc, que même si peut-être qu'ils sont moins présents en sociologie qu'en physique, comme ils sont présents dans les deux, on ne peut pas en faire un critère de démarcation absolue d'une épistémologie spécifique pour la sociologie. Alors, il le fait au niveau des lois aussi. Donc, il prend l'exemple des lois et il montre en réalité que des lois existent également en sociologie, comme des lois conditionnelles, etc. Donc là, il faudrait creuser un peu. Tu me dis si tu veux que j'aille plus Ouais, loin ou pas, ou on peut. comment on peut orienter la discussion. En fait, tu saurais expliquer ce que c'est comment c'est un désignateur semi-rigide? Ouais. Alors, attends, je vais te trouver la page parce que la définition, je vais donner la définition précisément. Alors déjà, il pose, en fait, il commence par poser déjà quelques concepts. Donc lui, il explique qu'il existe des concepts taxinomiques. Donc c'est celui qu'on peut spécifier par rapport à un genre. Par exemple, fauteuil, chaise, tabouret, etc. C'est des exemples de concepts taxinomiques. On peut les caractériser par l'absence ou la présence d'un caractère dans une classification. Il explique ensuite le terme de concept analytique. Alors, une explication assez complexe. Quantitatif, donc lui, il donne la définition de Rudolf Carnap à l'époque, qu'il avait donnée. Et enfin, les concepts de semi-rigides, désignateurs semi-rigides. Donc, pour lui, un désignateur désigne un certain objet rigidement, s'il désigne cet objet partout où celui-ci existe. Si de surcroît, l'objet existe nécessairement, le désignateur peut être appelé rigide au sens fort. Donc, par exemple, outre les noms propres, Neptune, les désignateurs rigides absorbent les constantes et les concepts d'usage partitif. Donc, un désignateur semi-rigide ne change pas lorsque le référent se transforme. Narbonne reste Narbonne, même si cette ville n'est plus aujourd'hui et la capitale administrative qu'elle était à l'époque. Les désignateurs rigides, à l'inverse, sont ceux qui ont toujours le même référent. Donc voilà, j'imagine que, par exemple, le concept d'atome, le référent il reste toujours le même. Et lui, Passeron défendait l'idée que les référents en sociologie étaient amenés à changer, alors de par l'histoire, le changement des sociétés, etc. C'était là-dessus qu'il était parti. C'est des points assez subtils, hein. Tout à fait, ouais. Ouais. Et tu parlais aussi des lois, je crois. Mhm. Donc, dans ta note de lecture, tu mentionnes, c'est quelque chose que Reynaud discute, mais par exemple des lois qui existent en sociologie, comme les distributions de Lévy-Pareto. Mhm. Euh,
En fait, tu as aussi mentionné l'exemple des lois conditionnelles. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus ce dont il s'agit? Alors, une loi conditionnelle. Alors, en fait, Reynaud précise bien que c'est les lois conditionnelles, c'est là que l'essentiel du savoir sociologique réside. Donc, pour lui, il y a beaucoup de. Voilà, le savoir en sociologie, ce sont des lois conditionnelles. Donc, des lois conditionnelles, c'est par exemple. Alors, je vais reprendre celle que j'ai mise dans la note de lecture. Une des très connue, c'est celle du théorème de Thomas. Si les hommes considèrent certaines situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences. C'était Merton qui l'avait repris aussi. C'est le principe en fait de la prophétie autoréalisatrice. Donc ça, c'est une loi conditionnelle. Alors lui, il donne d'autres exemples dedans. Il donne par exemple celle de Simmel. Alors l'existence d'un conflit entre deux groupes est un facteur de cohésion sociale à l'intérieur de chaque groupe. Donc voilà, il donne celle-ci. Il en donne d'autres, alors plusieurs. Neura, alors je ne sais pas ce qui est Auto-Neura, je crois. Il me semble, j'ai très peu, j'ai lu des fois Ah, son nom, c'est mais je Neurath, ne sais c'est pas si, ça? ouais, je sais pas si je le prononce bien, mais je pense que c'est Ouais. lui. Alors par exemple, lui disait, dans la société moderne, la progression de l'athéisme conditionne une baisse de la natalité et une hausse du taux de suicide. Donc ça, après, ce sont des lois voilà, qui historiquement ont été établies. D'accord. Euh, alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il en fait, la loi de Thomas que j'ai énoncée juste avant, en fait, il la reformule d'une autre façon. Alors, donc je reprécise la loi de Thomas, c'était si les hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. Euh, donc voilà, je répète ce que j'ai lu de lui il y a un petit moment. Merton lui confère une plus grande généralité en écrivant qu'il s'applique à de nombreux, voire à tous les processus sociaux. Peut-on alors prêter à cet énoncé une quasi-universalité? C'est ce qu'il pose comme question. C'est comme c'est une loi. Il fait ce ne semble pas le cas en raison de l'ambiguïté de sa formulation et en particulier du mot conséquence. Du coup, Dominique Reynaud la reformule, donc il la rectifie et donc il la change. Et puis il dit si les hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans certaines de leurs conséquences, celles qui dépendent du pouvoir d'action de l'individu, se réalisent par processus agrégatif, celles qui échappent au pouvoir d'action individuel, comme les états de la nature, par exemple, ne se réalisent pas. Donc voilà, il Mm. apporte une petite précision. Sur ça, c'était pour les lois conditionnelles. Alors, il a également, chose que je n'ai pas mis dans ma note de lecture, il parlait des lois universelles. Alors, les lois universelles, lui, par exemple, il mentionne la loi rang-taille du classement des villes. Euh, il mentionne également une loi d'allométrie, selon laquelle le logarithme de la surface d'une agglomération est proportionnel au logarithme de sa population. Mm. Voilà, donc là, c'est des exemples de lois universelles. Donc, il précise bien évidemment, ce n'est en rien une nécessité, mais le chercheur qui veut s'adonner à la recherche de lois dans une discipline où l'aspect nomothétique est faiblement développé peut certainement retenir ce guide heuristique. Et après, Reynaud défend. Il montre les distributions de Lévy-Pareto et qu'il considère comme des lois au sens fort dans les sciences sociales. Donc, pour l'audience, les lois de Lévy-Pareto, ce sont en fait des lois de puissance négative. Alors, elles portent des noms différents et du coup, lui, il maintient le nom. Alors, il dit que c'est un usage assez peu répandu, mais fondé. Donc, le nom de distribution de Lévy-Pareto. Pareto renvoie à son premier découvreur, Vilfredo Pareto, et son principal théoricien, qui était à peu près 40 ans après. Donc, je ne sais pas s'il faut aller plus loin dans l'explication. Ben, euh, je sais pas, moi, ce que je connais en sciences sociales qui porte le nom de règle de Pareto, c'est ce motif récurrent dans plein de phénomènes selon lesquels, euh, disons, 20% des variables suffisent à expliquer 80% des effets. Il y a plein de situations dans lesquelles on peut trouver ça. Euh, Par exemple, ne serait-ce que dans le milieu académique, 80% des articles scientifiques seraient publiés ou disons écrits par 20% d'auteurs. Ah oui, d'accord.
Pour la distribution de ressources, de richesses, il y a aussi. Oui, et d'ailleurs, elle est marquée. C'est la distribution des chercheurs selon leurs publications scientifiques, Lotka en 1926 et Hmm. Pao en 1888. Je crois que c'est celle-ci que tu mentionnes. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un motif qui se retrouve dans plein d'autres types de phénomènes observés comme ça, quoi. Et Mhm. je devine que c'est aussi lié à cette distribution de Pareto, mais est-ce que c'est le cas? Ben, je pense parce que l'exemple que tu mentionnes, je pense que c'est celle dont il dit que c'est la distribution des chercheurs selon leurs publications scientifiques. Alors, il ne va pas plus loin, parce qu'en fait, il liste un exemple comme ça, et donc elle fait Hmm. partie de celle-ci. Ouais, ouais. Il y en a d'autres, par exemple, la distribution des mots selon leur fréquence d'occurrence dans un texte donné. Voilà, ouais, ouais. Il y a celle-ci, distribution des espèces végétales ou animales selon les genres, Hmm. distribution des villes en fonction de leur nombre d'habitants, Ouais, ouais. distribution des conversations en fonction des temps de silence et de parole. Donc voilà, il y en a pas mal. Et puis j'avais lu, que j'ai relu un petit peu ce matin, et il y avait quelque chose d'intéressant là-dessus. Il faudrait que la prochaine fois, je surlignerai, je mettrai des post-it, des choses, parce que ça m'évitera de Ok. chercher trois plombs. Ouais. Euh, Ah. ouais, il y a aussi, ouais, enfin, il y en a pas mal, il donne plein d'exemples. Hmm. Mais c'est un motif récurrent qui est intéressant. Je me suis jamais vraiment penché dessus Mm. en détail, mais voilà, j'imagine que cette proportion du 80-20, ça se trouve assez Ouais, facilement puis avec quelques petits calculs si tu connais la distribution qu'il appelle de Lévy c'est Pareto. ça. Et puis il disait que c'était empiriquement fort, quoi. Enfin, que c'était vraiment bien Ouais, constaté, quoi. ouais. Donc voilà. Et donc vis-à-vis des lois, sa conclusion que j'ai mis dans ma note de lecture, elle m'avait beaucoup interpellé. Je vais le citer comme ça, ce sera plus simple. Donc en fait, lui, ce qu'il disait, c'était que l'idée qu'il puisse exister des lois gouvernant le comportement humain est considérée par beaucoup comme menaçant notre dignité, notre autonomie et dégradant notre statut d'être humain. Donc l'argument que les lois sont impossibles ou improbables en sociologie procède donc de motifs axiologiques et non d'une analyse du statut épistémique de la sociologie. Donc lui, pour lui, il est clair, en fait, les lois sont découvertes, utilisées en sociologie. Alors c'est vrai que moi, je suis arrivé un petit peu tard à m'intéresser à la socio, et finalement, j'en ai vu très peu que je considère non rationalistes, je ne sais pas comment dire, qui défendent une position non rationaliste en sociologie. J'ai peu vu cet argument, en fait, que les lois seraient impossibles. Alors même quand je lis des textes, je ne sais pas si toi, t'en as vu des personnes qui affirmaient cela, parce que mis à part Passeron, forcément, ou les autres Hmm. qui le disent, je ne sais pas, j'en ai pas vraiment. Bah, non, pas des gens que j'ai lus en détail. Je sais pas vraiment dans les sociologues professionnels quelle proportion peut Ouais, défendre ce type d'idée. Euh, bon, on peut s'attendre à ce que je sais pas, des sociologues qui seraient aussi religieux, par exemple, puissent défendre ce type d'idée, mais je pense qu'ils sont pas très nombreux. Euh, des sociologues peut-être postmodernes au sens un peu historique du terme, hein, vraiment le postmodernisme d'il y a 50 ans, hmm, qui, euh, qui était très contre finalement toute remarque de régularité ou de motif contre l'idée finalement d'essayer de comprendre avec des outils rationnels tout un tas de phénomènes. Je peux imaginer, mais disons, bon, euh, dans la majorité de ce que je connais, ça me surprendrait un peu, quoi, qu'il y ait vraiment cette opposition sur ces motifs-là. Bon, comme on en parle beaucoup sur le podcast en sociologie, y compris universitaire, il y a des résistances vis-à-vis de certaines hypothèses ou facteurs explicatifs des comportements oui. humains, ça oui, mais de dire que les sociologues s'opposent à des explications comme ça sous forme de loi des comportements humains, ouais, Ouais. ça me paraît pas crever les yeux, quoi.
Ouais, moi non plus, ouais. Alors après, peut-être que. En fait, il en parle très peu dans ce chapitre-là, je crois, des personnes qui s'opposaient à ça. Ouais, ce qu'il dit, l'une des thèses les plus consensuelles de l'épistémologie sociologique est que les faits naturels se laisseraient subsumer par des lois auxquelles échapperaient les faits sociaux en raison de leur historicité constitutive. Mais c'est Hmm. vrai qu'il n'indique pas dedans quels sont ces sociologues. Après, je sais qu'au début, il en parle et je les ai notés dans ma note de lecture. Ouais. Donc, c'était. Ça, c'est un peu plus subtil et un peu différent, quoi. Enfin, cet Mm, argument de l'historicité des phénomènes, c'est quelque chose de différent de ce qu'il disait dans ce que tu avais cité juste avant, qui était cette idée que, en fait, c'est pas bien moralement, en quelque sorte, oui, c'est quand même un argument différent. C'est un tout à fait. Ouais. argument plus scientifique, enfin, en tout Alors, cas, d'ambition. alors après, ça, c'était la conclusion de la partie. Mais c'est vrai qu'au début, il montre de l'historité des sciences naturelles, de l'historicité, pardon, des sciences naturelles. Donc, il Mhm. reprend divers exemples pour montrer que, notamment en paléontologie et en géologie, qu'ils essayent aussi de cerner l'unique et chose peut-être qui ne tomberait pas sous le coup de loi. Mais voilà, en tout cas, lui, ce qu'il montre, c'est qu'il peut y avoir des lois et les sociologues peuvent utiliser des lois. Et donc, à son sens, le simple fait qu'elles existent, qu'elles sont utilisées, réfute l'idée que la sociologie devrait dépendre d'un système de connaissances différent. Alors, le plus intéressant, c'est c'est le dernier chapitre, en fait. J'ai bien aimé. Et Mhm. je crois qu'il va en reparler dans son prochain livre. Il parle de la sociologie expérimentale. Alors, pour le coup, là, j'ai vu des vidéos de youtubeurs qui reprend l'argumentation de Passeron concernant le fait que l'expérimentation ne serait pas possible en sociologie et du coup, elle ne pourrait finalement jamais avoir le statut de science naturelle. Mais cela dit, dans sa vidéo, en bio en dessous, il indique des liens qui creuse et donc il envoie un lien vers l'article de Dominique Reynaud sur le raisonnement expérimental en sociologie. Donc il ne laisse pas seulement son avis et de toute façon, il met un peu de contradiction en tout cas si on cherche un petit peu. D'accord. Alors sur le raisonnement expérimental, donc, au lieu de parler d'expérience tout court, il parle de raisonnement expérimental, Dominique Reynaud dans son livre. Donc le raisonnement expérimental, il le reprend de Claude Bernard, voilà, pardon. Il reprend l'idée de Claude Bernard. Et Claude Bernard avait dit le raisonnement expérimental, en fait, pour le faire, il faut généralement avoir une idée. On a une idée, on invoque, on provoque des faits, des observations pour contrôler cette idée. Donc lui, Claude Bernard, c'était dans son livre connu, en plus c'était Introduction à la méthode expérimentale. Je crois que c'est celui-là. Euh, il met 4 stades. Il met 4 stades dans le raisonnement expérimental. Alors, le premier stade, donc pour Claude Bernard, ça consiste simplement à comparer des observations faites dans des circonstances diverses, de manière à raisonner sur l'influence des circonstances. Donc, Claude Bernard mentionne les expériences de Pascal sur la pression atmosphérique, etc. Il y a un deuxième stade. Donc, Claude Bernard, il dit que le deuxième stade apparaît lorsqu'un chercheur propose une hypothèse déduite à titre de conséquence d'une théorie préexistante. Relève de ce cas de figure les propres travaux de Bernard quant à l'influence des nerfs sympathiques sur le réchauffement. Alors, il y a le troisième stade. Alors, le troisième stade, c'est quand l'hypothèse, en fait, peut présenter un caractère qui va ensuite faire l'objet d'une prédiction. Donc, quand Reynaud développe dans son texte, il montre que, en tout cas, il s'attache à l'idée qu'un un raisonnement de type 3, expérimental, c'est déjà une expérience. Et il montre le stade 4. Alors là, c'est lié au caractère contre-intuitif de la prédiction mesurable. Voilà, parce que les plus belles découvertes sont rarement conformes à nos attentes. Voilà ce qu'il dit. Donc, sans essayer de quantifier encore une fois ce qu'on pourrait appeler la sociologie expérimentale, en fait, il montre, alors c'est à travers un exemple à travers une étude que lui a faite, en fait, il a montré qu'au minimum, la sociologie pouvait s'approcher du stade 3, donc c'est-à-dire qu'il pouvait tester une prédiction à partir d'une hypothèse. Et donc, pour lui, le simple fait que ça existe, encore une fois, réfute l'idée que la sociologie devrait disposer d'un système de connaissances différent. Voilà.
est-ce que tu en sais un peu plus sur ce que raconte Passeron? Parce que ça me paraît un petit peu surprenant presque que, tu vois, quelqu'un qui a travaillé comme ça avec Bourdieu, des gens qui avaient quand même de fortes ambitions pour la sociologie, euh, qu'ils aient eu comme ça, enfin, qu'ils aient comme ça défendu de telles thèses sur l'épistémologie de la sociologie, ça paraît, c'est pas complètement évident. Euh, Alors, moi j'ai pas lu le livre de Passeron, j'ai commandé, ça va être en cours, mais c'est toujours plus ouais, difficile de lire ce qui nous plaît moins par ailleurs, mais il faut se ouais. forcer quand même. Mais je vais le lire. Alors, je crois qu'il met il explique dedans ce que les vues de Passeron d'ailleurs. Euh, donc, dans l'optique de doter la sociologie d'une épistémologie spéciale, Jean-Claude Passeron s'oppose aux vues de Durkheim, pour qui la sociologie n'a pas à s'inscrire dans une épistémologie spécifique distincte. Donc, sont soutenues ensuite trois propositions principales qui font de la sociologie un savoir singulier, descriptif, interprétatif, non expérimental, opposé à l'espace analytique, démonstratif, explicatif, expérimental des sciences naturelles. Donc là, il renvoie vers le raisonnement sociologique. Donc c'est vrai que j'ai pas le bouquin de Passeron avec moi, mais lui, il affirme de but en blanc que Passeron essaie de réfuter. Mais c'est vrai que Passeron avait écrit en plus le livre La reproduction avec Bourdieu. Mais ça date de 20 ans avant, je crois d'ailleurs, il me semble. Ouais, ouais, c'est Des choses nettement comme ça. plus vieux. Ouais, ouais. C'est nettement plus vieux, ouais. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Un truc que tu écris dans ta note de lecture, c'est que Passeron refusait à la sociologie le statut épistémologique des sciences de la nature, eu égard à sa non-réfutabilité et à son langage non spécifique. Mm. Donc, bah, non spécifique, alors ça, c'était dans un autre chapitre. Je crois que c'était au début. En fait, Ouais. il me semble qu'en fait, il refusait le fait de pouvoir mathématiser la sociologie. Et comme il ne pouvait pas y avoir comment on pourrait appeler ça, un langage spécifique de la sociologie, Hmm. et que en fait, chaque sociologue pouvait faire plus ou moins son langage, elle était condamnée à rester une semi-science, quoi, entre guillemets. Euh, Idem pour la non-réfutabilité. De toute façon, si on peut pas tester par une expérience, les propositions semblent irréfutables, quoi. Donc, alors après, moi, c'est vrai que j'ai repris beaucoup ce qu'il disait. Je me suis souvent tenu dans ma note de lecture à ce que disait selon Hmm. Reynaud, parce que en n'ayant pas lu le livre, c'est vrai que je ne vais pas faire parler Ouais. Passeron alors que je n'ai pas lu, mais ouais, voilà, ouais, c'est sûr. Donc, bah, il ne me reste plus qu'à lire maintenant le livre de Passeron pour m'y mettre, quoi. Mais... Hmm. Oui. Ah, le langage non spécifique, c'est sûr que, enfin, je sais pas si ce que je vais dire a un rapport avec ça, mais euh, on peut utiliser plein de termes différents pour parler de la même chose, j'imagine, quand on fait des sciences sociales, et ça peut gêner à la Oui, compréhension entre personnes. Mais je pense qu'il doit quand même avoir quelque chose de plus subtil en tête parce que c'est pas quelque chose de disqualifiant, quoi, il me semble. non, alors après, ça peut être disqualifiant aux vues de certains, pas aux yeux de tous. Hmm. J'imagine qu'une partie des sociologues se satisfont même du vocabulaire. Bon, finalement, ils peuvent reprendre les concepts, bon, les adapter, la redéfinir systématiquement, quoi. Je crois surtout que ce qu'il, en vue de son prochain bouquin, je crois que surtout c'est le fait que bah, ils utilisent systématiquement d'autres mots au lieu de, ou alors une définition personnelle redéfinie systématiquement au lieu d'utiliser le même vocabulaire systématiquement. Je crois que dans son prochain bouquin, il présentera un outil pour en fait clarifier les concepts ou les notions vagues en sociologie. Mais bon, après, c'est sûr qu'il ne suffit pas simplement de le dire, quoi. Il faudrait que ce soit fait. Mais moi, je ne sais pas dans quelle mesure ce n'est pas fait ou fait au sein de la sociologie. Donc, il y a tellement de contenu, de choses à lire. Donc, j'en suis Ouais. encore qu'au petit stade pour le moment. Mais... Hmm. J'ai l'impression que des fois, des termes, il faut bien utiliser des noms. Il faut bien utiliser des termes pour éviter de décrire
plusieurs phrases à chaque fois qu'on veut parler d'un truc. Oui, Si on veut pas utiliser des périphrases incroyablement longues, c'est bien de choisir un terme. Mais des fois, d'autres personnes peuvent volontairement mal comprendre ce qui est entendu par là et ensuite faire semblant de ne pas savoir ce dont on parle. oui C'est aussi, aussi un ouais. problème dans les... La mauvaise foi, quoi. Ouais. Et c'est ça, j'ai écrit ce petit texte sur les triples embûches dans les sciences sociales. Et une des critiques des gens qui prétendent défendre les sciences sociales, d'ailleurs, c'est un physicien, le gars, mais c'était que l'un des termes que j'avais, oui, effectivement, plus ou moins inventé, quoi, mais pour parler d'un des problèmes, c'est un terme enfin, c'est un concept complètement bidon parce qu'il n'existe pas dans la littérature, etc. Juste parce qu'en fait, l'étiquette ne correspond pas à quelque chose de... Enfin, l'étiquette n'est pas utilisée par d'autres. Mm. Il se servait de cet argument, entre guillemets, pour en fait disqualifier ce que je racontais à ce Pour- propos, quoi. D'accord, ouais. Et tu Ouais. l'avais défini auparavant Et j'avais expliqué ce dont il s'agissait, c'était clair, hein, mais bon, enfin, voilà. C'est, effectivement, je pense que oui, ce problème de la multiplicité des termes qu'on peut utiliser pour parler de certains phénomènes n'aide pas le, le progrès à l'échelle collective des sciences sociales, surtout s'il y a des gens qui sont déterminés en fait, mal comprendre les autres. Tout à fait, ouais. Mais bon, euh, sur le Ouais. principe, en tout cas, je reste convaincu que c'est pas un obstacle. Oui, c'est un obstacle en pratique, si on veut, mais pas en principe, quoi. Oui, oui, tout à fait, ouais. C'est clair. Bah, du coup, ça me fait repenser à la multiplicité des paradigmes. Et en Ouais, fait, Reynaud, en fait, il reprend d'ailleurs un mot de Bunge, d'ailleurs, un philosophe que j'apprécie par ailleurs. Il le reprend assez souvent, je pense que doit apprécier le travail de Mario Bunge. Euh, alors attends, ce qu'il faut que je retrouve le petit passage que je trouvais sympa. J'avais une petite ouais. question à te poser, toi, sur ce que tu aurais pu y Mhm. penser. Euh, Ah non, voilà, c'est Mario Bunge qui avait repris les mots d'un biologiste, John Tyler Bonner, selon lequel en fait, que la sociologie donne l'impression à l'observateur extérieur que la sociologie serait un marécage, un mélange sombre de ce qui est évident et de ce qui est obscur. Et donc, voilà ce qui avait été dit et c'était rapporté par Bunge. Et Mhm. du coup, lui, ben, il a essayé de montrer que les paradigmes pouvaient être réduits à l'unité, c'est-à-dire que en prenant deux langages sociologiques différents, donc comme j'avais dit, il le fait avec Simmel et Weber, sur les théories de l'action, etc. Et en fait, il arrive à montrer que finalement, ces postulats-là peuvent être mis tous les deux, leurs conséquences également. Donc, c'est assez formalisé, assez développé. Ça me semble difficile d'en parler ici. Donc, il montre d'un côté que c'est possible de réduire à l'unité, donc même après, peut-être d'en faire un savoir même dénué d'auteur, entre guillemets, je veux dire, même plus parler de l'axiomatique de Weber ou de Simmel, mais simplement un axiomatique sociologique. Et d'autre part, il montre qu'il existe une multiplicité de paradigmes en physique. Et donc, il le montre sur deux exemples, comme j'avais dit tout à l'heure. Il le montre sur l'exemple des gaz. Donc, il dit, ça c'est juste un exemple rapide qui développe très rapidement, sur lequel il ne s'étend pas vraiment. C'est la théorie des gaz, dans lequel il existe trois paradigmes, d'après lui. Donc, après, les gaz sont appréhendés au niveau microscopique par la dynamique classique, au niveau mésoscopique par la théorie cinétique des gaz, et au niveau macroscopique par le modèle hydrodynamique. Donc, il développe un peu plus et en fait, il montre que, bah, effectivement, il y a peut-être même des fois des conclusions dans l'une qui ne vont pas avec l'autre. Et il montre qu'il y a plusieurs paradigmes, mais que ce n'est pas pour autant un frein. Donc, il dit ça. Et après, il prend l'exemple donc de la dualité onde-corpuscule. Et donc, voilà, il développe l'idée que ce serait un cas de double paradigme et que ce n'est pas dilettant pour la physique. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit pour la sociologie. Et en fait, j'avais parlé de ça sur un groupe sur les réseaux sociaux. Et en fait, on m'avait opposé l'idée on m'avait opposé que ce serait une sorte de tour de passe-passe, quoi, de dire ça. Et que finalement, il n'y aurait pas plusieurs paradigmes en physique. Donc voilà, moi, comme tu sais que tu es physicien, je me dis que tu auras peut-être un avis là-dessus. Ok. Euh,
faut que je réfléchisse un petit peu. Enfin, sur la dualité onde-corpuscule, j'ai une réponse plus spontanée qui me vient, c'est que bon, c'est quelque chose qu'il faut manier avec prudence. Je dis pas que Renault le fait pas avec prudence, mais je pense que, et c'est en particulier la faute des physiciens, il y a une perception peut-être un peu trop, comment dire, je dirais pas mystique, mais tu vois, un peu dans cette direction-là de ce, de cette idée de la mécanique quantique. Je Hmm. vais pas me lancer trop là-dedans, mais je renvoie à Non, notre bien sûr, oui. première interview avec Antoine Tilloy sur le podcast. On en avait parlé dans un certain détail. J'ai défendu quand même l'idée, notamment dans un des textes publiés par le carnet Ziesel sur l'œuvre d'Aurélien Barraud. Enfin, j'ai défendu l'idée que, bon, euh, en fait, on peut comprendre la physique quantique euh, en, en gardant en tête qu'il ne faut pas forcément choisir entre ondes Non, non, bien sûr, ouais. et particules, qu'on peut, voilà, il y a une description assez, assez complexe, mais assez, assez claire selon laquelle bon, les, il y a des champs, il y a des ondes, il y a des particules. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus. Mais après, pour ce qui est de la théorie des gaz, ça me paraît plus simple. Effectivement, c'est pas la seule, c'est pas le seul domaine de la physique dans lequel il y a différents niveaux de description, en fait, si Hmm. on veut. En fait, moi, Je c'était pense, vraiment, je me dis, est-ce que la manière dont il décrit ça, ouais, est-ce que l'analogie est valable, quoi? C'était ouais, surtout ça, quoi. Sans rentrer forcément ouais, dans les détails, hein. ouais. Ben, je suis en train d'essayer de réfléchir à Pardon. voix haute dessus, il n'y a pas de problème. Euh, Ce que moi je dirais, il me semble hein, que il y a différents niveaux ouais, de description qu'on peut. Et d'ailleurs, il utilise même ces termes, quoi. C'est-à-dire que bon, on peut avoir une description vraiment aux plus petites échelles. Euh, c'est valable en théorie des gaz, en théorie des solides, etc. Et puis après, effectivement, on peut prendre des descriptions à plus grande échelle, comme l'hydrodynamique. Euh, donc, oui, il y a plusieurs paradigmes. Dans une certaine mesure, on est capable de montrer à partir des descriptions plus fondamentales, plus microscopiques, comment retrouver les lois peut-être plus, ouais, de plus grande échelle, quoi, qui ont peut-être été découvertes avant, parce que c'était voilà, des lois qui étaient plus faciles, entre guillemets, à découvrir, qui ne nécessitaient pas des connaissances super microscopiques, quoi. Euh, donc, voilà. Après, c'est pas toujours possible en pratique de faire de la physique de systèmes très complexes en démarrant un atome et puis de prendre différents atomes et de regarder comment ils interagissent. En pratique, simplement pour des raisons de capacité de calcul, de Hmm. faisabilité des calculs, c'est pas toujours faisable. Euh, voilà, alors je ne sais pas comment rattacher ça avec ce que raconte Renaud sur les paradigmes en Si tu veux, sociologie. j'ai retrouvé quelques endroits intéressants sur ça. Si tu veux, Ouais, je peux le lire. ouais. Donc, il parle, considérons maintenant le deuxième versant de la question de la diversité des paradigmes. La dualité onde-corpuscule est-elle responsable d'une quelconque recul de la physique? La réponse est non, sans ambiguïté. Chacune des théories continue de montrer sa fécondité. Du côté du modèle corpusculaire, l'effet Compton, les photomultiplicateurs, les photodiodes, l'explication de la fluorescence et de l'électroluminescence sont des descendants intellectuels de la découverte de 1887. Du côté du modèle ondulatoire, c'est essentiellement l'interférométrie qui a enregistré des résultats nouveaux. Théorème de von Sitter-Cernic et de, bon, j'arrive pas à prononcer, expérience de Magyar-Mandel, Mhm. etc. Il ne semble pas exister de relation entre la productivité scientifique
l'unité ou la diversité des paradigmes d'une discipline, même si l'on peut espérer, ce serait assurément une grande découverte, réduire à l'unité les aspects ondulatoires et corpusculaires de la lumière. Même retourner dans la situation actuelle, il est donc impossible de croire que le débat s'est soldé par une réduction paradigmatique. Ouais. Hmm. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je maintiens que alors, on peut pas réduire complètement tout, mais disons que je maintiens que voilà, la théorie quantique des champs, c'est quelque chose qu'on apprend très tard hein, quand on fait des études de physique en master, euh, bah, en fait, propose une description qui me semble quand même bien unifiée des aspects corpusculaires et ondulatoires. Euh, bon, Alors, euh, en fait, excuse-moi de te recouper. En fait, ce qui est ouais, intéressant, c'est que l'argument du paradigme, et qu'il y en ait beaucoup et que ce serait un problème, en fait, ça vient de Charles-Henri Quinn. Je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai lu un de ses livres. Et en fait, c'est un ouais, sociologue qui est très attaché d'ailleurs à une sociologie scientifique. Enfin, il ne fait pas du tout partie des personnes que Reynaud montre comme Hollis, etc. Et en fait, c'est lui qui apporte cet argument. En tout cas, j'ai lu son bouquin. Alors, il dit, comme l'hydre de Lerne, la plupart des têtes coupées repoussent indéfiniment, laissant la sociologie à son sort polyparadigmatique peu enviable, car directement responsable de l'inaptitude chronique de cette discipline à la cumulativité. Il semble que la tendance de la sociologie contemporaine soit au reflux des oppositions paradigmatiques et, après une période quasi inflationniste, à une stabilisation relative du nombre des programmes de recherche. Donc c'était même un sociologue de son camp, si on peut dire ça comme ça, qui en fait a opposé cet argument, quoi. Donc c'est pour ça que je te... d'accord. Et moi, Ouais, c'est vrai que ouais. je suis pas du tout spécialiste de physique, quoi. Donc je suis simplement professeur des écoles, donc j'ai pas de... Bon, j'ai quelques petites Hmm. notions, mais j'ai pas... Voilà, c'est vrai que ton avis est Ouais. bienvenu. Ben, ouais, pour tenter une analogie, enfin, je pense que dans une certaine mesure, on peut faire la même chose en sciences sociales, c'est-à-dire à partir de propriétés qu'on pourrait connaître des individus et arriver à pouvoir décrire de manière plus ou moins fiable, pardon, des interactions interindividuelles, et puis essayer comme ça d'en déduire des phénomènes à plus grande échelle avec un grand nombre d'individus. Hmm. Je pense qu'en principe, c'est tout à fait envisageable. Bah, c'est la sociologie de l'agrégation, non? Enfin, ça ressemble Ouais, beaucoup. Hmm. j'imagine. Après, bon, en pratique, c'est sans doute souvent quand même difficile. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on raisonne de cette manière-là. Enfin, c'est justement, ça me semble proche ce que je raconte de ce que défendaient Bronner et Géin dans le danger sociologique, Hmm. quand ils défendaient quand même cette idée que euh, comprendre enfin, l'humain à l'échelle individuelle est pertinent pour pouvoir faire de la sociologie. Ce qui irrite certaines personnes quand on défend cette thèse-là. Hmm. Euh, Certains héritiers de Bourdieu en particulier peuvent s'agacer quand ils lisent ces choses-là. Euh, mais bon, c'est quand même un peu autre chose que la multiplicité des paradigmes. Euh, Ceci dit, si dans une certaine mesure cette multiplicité des paradigmes enfin, présente aussi une certaine diversité des échelles en fait auxquelles les phénomènes humains sont appréhendés, peut-être qu'on peut voilà, pousser l'analogie un peu plus loin. Je ne sais pas si Reynaud en parle, parce qu'effectivement, voilà, certains, certains désaccords en fait entre sociologues, notamment entre Bronner et Lahire, semblent ressembler un peu à ça, avec Hmm. certains qui disent que c'est pertinent de regarder ce qui se passe à l'échelle individuelle, d'autres qui ne disent pas autre chose. C'est vrai, hein, Lahire ne dit pas il faut pas regarder les individus, mais euh, peut-être que l'AR va dire euh, tout part du social, puis il y a une étape par laquelle en fait le social s'imprime sur l'individu qui va en fait refléter en quelque sorte ce qu'il a expérimenté du social. Et donc il y a une sorte de phénomène comme ça
autocohérent, alors que d'autres vont peut-être dire les individus ont quand même leur propriété propre, entre guillemets, ou disons en partie propre. Euh, Il y a, il y a, il y a, il y a une manière non triviale quoi, Mhm. d'interaction entre l'individu et le collectif. C'est pas juste une sorte de... Les individus ne sont pas simplement des miroirs qui ne font que répéter, Oui, amplifier ce qu'ils perçoivent dans leur environnement. Euh, voilà. ça me rappelle le livre de Laurent Cordonnier Oui, sur la aussi. nature du social. Chouette livre. Avec, Mm, j'avais bien aimé une phrase où il disait entre le tout individualiste et le tout holisme, il existe sûrement un continuum où dans certains moments de la vie, ce sont nos habitus, entre guillemets, bah, la société qui nous a façonnés, et d'autres moments où c'est l'individu en lui-même qui reprend le dessus et que ce serait intéressant. J'avais bien aimé son bouquin là-dessus, mm. mais Moi aussi. ça rentre un peu là-dedans. Et Ouais. j'avais une idée, je ne me rappelle plus de quoi je voulais parler. Si, en fait, bah, Reynaud, il défend pas une épistémologie normative, quoi. En fait, ben, c'est l'idée qu'il défend là. Je crois qu'il le développe plus en avant dans le prochain livre. En fait, lui, il est pour le régime des possibilités. En fait, il préfère poser la question comment est-ce que la sociologie peut faire ça plutôt que doit faire ça, quoi. Et en fait, son bouquin rentre. C'est une comparaison. Il n'essaye pas de tirer à vue d'œil sur ce qu'il apprécie ou pas. Il essaie juste de montrer que effectivement, une sociologie de telle manière est possible. Donc, l'expérience est possible. Et que finalement, ça incombe au choix du chercheur, en dernière instance, que de travailler comme ça. Ouais, ouais. Mm. Est-ce qu'il parle, enfin, on vient de l'évoquer, surtout toi en parlant du bouquin de Laurent Cordonnier, est-ce qu'il parle de l'éclairage que pourraient apporter certaines parties des sciences naturelles aux sciences sociales, en particulier à propos de, bon, j'en parle sans arrêt sur le podcast, mais simplement voilà, l'influence des facteurs biologiques sur les comportements humains, ça c'est quelque chose qui c'est difficile à quantifier, hein, même si Mm. il y a certains sociologues justement qui ont essayé de le faire, Horowitz notamment, qui ont essayé de quantifier le degré d'ouverture Mm. à ce type d'hypothèses parmi les sociologues. Euh, bon, mais disons qu'il y a un certain niveau de fermeture, qui soit, disons, explicite ou implicite, soit directement par hostilité et vraiment contestation, soit simplement en fait, en faisant comme si il y avait, il y avait rien à voir du côté des éclairages de la biologie. Est-ce que Reynaud parle de tous ces thèmes-là ou pas du tout? Alors, dans celui-ci, il ne le fait pas. Mais en fait, c'est pas l'objet parce que je ne crois pas que les critiques auxquelles il répond viennent de la famille des sociologues qui sont pour une approche intuitive. Donc, je ne Ouais. sais pas lui ce qu'il en pense personnellement. En tout cas, il n'aborde pas le thème là dans le livre. Et comme les critiques sur lesquelles il rebondit ne viennent pas de ces sociologues-là, il a pas, voilà, c'est pas l'objet, je pense. Mais peut-être que dans son prochain, peut-être. D'accord. Ouais, c'est ouais, ouais, c'est intéressant. Ce serait intéressant de savoir ce qu'il en pense. Enfin, moi, je connais mal, maintenant grâce à toi un peu mieux, mais Mm. mal son travail. Mais c'est quelqu'un qui a aussi une formation de scientifique, si je me rappelle Lui, il est bien, architecte, ou ouais. Architecte à la architecte, base. d'accord. Ouais, il est architecte et puis après, il a passé doctorat. Je crois que c'est en soit en sociaux, soit en histoire des sciences, je ne sais plus. Puis après, il a fait son ouvrage connu, Controverse comment? Sociologie des controverses scientifiques, Ouais, ouais. qui a été réédité d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a un chapitre dedans qui est très très bien à lire. C'est sur les sciences noires et il prend Mhm. position contre le postmodernisme. Et il a une argumentation très carrée. Et
pourra peut-être en parler lors d'un prochain. Pourquoi pas, ce serait Ouais, donc intéressant. oui, J'ai jamais pris le temps de le lire non plus, celui-là, malheureusement. Ouais. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais regarder si j'ai pas passé quelque chose. Mais... Oui, j'aime bien son argumentation aussi que j'ai remis dans ma note de lecture. Ça m'avait marqué. Quand il dit que nous sommes à peu près libres d'appliquer un point de vue scientifique ou ascientifique sur n'importe quel sujet. Donc ça, c'est vrai que ça, enfin pour moi, ça tombe sous le sens quand il dit ça, quoi. On est libre d'appliquer un point de vue scientifique ou pas. Ça peut être sur n'importe quel sujet, quoi. Ça peut être le plus ridicule, au plus, mais on peut le faire, quoi. C'est possible. Ouais. Et quand il dit après, la sociologie scientifique n'a rien d'une divagation scientiste, comme le pensent quelques bons auteurs actuels. Cette relégation repose sur la croyance infondée qu'une science sociale au sens fort est une impossibilité. Je me rappelle c'est dans son livre, là, il dit c'est vrai que la science ne se reconnaît pas à son objet, mais par les méthodes par lesquelles il est appréhendé, quoi. Et du coup, et c'est vrai que quand il le dit de cette manière, des fois, je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'on fait tout un foin alors que oui, en fait, c'est possible, quoi. Pourquoi par principe on ne pourrait pas étudier la société d'un point de vue scientifique, quoi. Donc Ouais. j'avais trouvé ça enrichissant, stimulant en tout cas. Ça me fait penser, c'est un truc un peu bête, mais ça me fait penser à une devise Shadok, ce que tu viens de dire. C'est il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que sa connerie sur des choses intelligentes, de mémoire. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, ouais. Le débat est ouvert. Ouais. Non, mais ouais, enfin bon, je pense que pour nous, c'est assez clair que bon, ce que dit Reynaud là-dessus semble peu contestable. Ce qu'il a exactement en tête quand il parle voilà, d'opposition à une sociologie scientifique, euh, surtout de la part de quelqu'un comme Passeron, ça me paraît un petit peu surprenant. Mais bon, tu as donné quelques pistes pour voir ça. Et Ah ouais. puis, En fait, dans son intro, c'est vrai qu'il fait tout un rappel historique sur la guerre des méthodes, ce qu'on appelle Methodenstreit. Je ne sais pas comment ça se dit en allemand, je ne parle pas allemand. ouais, Methodenstreit. Methodenstreit, d'accord. Et, donc, en fait, il parle de Dilthey euh, et de tous les auteurs, Simmel, Rickert, qui ont pris position dans la guerre des méthodes, s'il fallait reconnaître ou pas les entités. Et après, il parle de Bachelard, mais c'est vrai que ça fait un petit moment, je ne me suis pas replongé dedans, enfin pas Bachelard, de Passeron, pardon, et je me suis pas replongé dedans. Il dit il y a tout un sous-chapitre qui est l'épistémologie écrite par les sociologues. Donc il dit dans le raisonnement sociologique, sous-titré l'espace non popérien du raisonnement naturel, Jean-Claude Passeron soutient que la sociologie, l'anthropologie et l'histoire sont l'ensemble d'une épistémologie distincte de celle des sciences de la nature. Reprenons pour les discuter les caractères distinctifs de la sociologie. Celle-ci serait C1, un langage de description du monde à visée interprétative et non explicative. C2, une discipline dépourvue de langage commun, dont les concepts seraient des désignateurs semi-rigides, comme on a expliqué tout à l'heure. Et une science où la falsification popérienne n'aurait pas cours. Voilà. Et du coup, il cite Passeron. Passeron dit dans son bouquin, la sociologie n'a pas et ne peut prendre la forme d'un savoir cumulatif. Le lexique scientifique de la sociologie est un lexique infaisable. La mise à l'épreuve empirique d'une proposition théorique ne peut jamais revêtir en sociologie la forme logique de la réfutation. Voilà. C'est des citations extraites du livre. D'accord. Mais c'est quand Voilà même, ce qui. Ouais. sans ambiguïté. Et ouais, je suis un petit peu surpris quand même. Alors, Il faudrait voir quelle proportion de sociologues souscrit à ça, parce que Passeron, c'est ouais, quand même un auteur assez majeur à ma connaissance. important s'il en est. Ouais. Ils passeront maintient l'ambition de définir une science de l'homme sans nécessairement réactiver le dualisme. Le raisonnement sociologique serait un mixte argumentatif ou un raisonnement de l'entre-deux qui l'éloignerait tout autant de Dilthey que des sociologues pour qui la spécificité de la sociologie est un instrument pour se libérer des exigences scientifiques les plus élémentaires. Il ressort toutefois de l'enchaînement des propositions que la sociologie se définit comme savoir singulier, descriptif, interprétatif, etc. Donc ouais, non, visiblement. Alors, il en parle encore un peu plus loin.
Mais le point de départ de Passeron est plus ambitieux. Il s'agit pour lui de faire reconnaître l'indiscernabilité épistémologique de l'histoire et de la sociologie, sinon même peut-être de réduire la seconde à la première. Autrement dit, si la sociologie doit décrire plutôt qu'expliquer, c'est parce qu'elle traite de phénomènes historiques donnés dans leur singularité. Voilà. Ouais, d'accord. Mm. Bon, c'est assez clair, ça clarifie bien. Euh, ouais, je suis curieux de savoir ouais, quelle proportion de sociologues souscriraient à ça et enfin, dans quelle mesure. Moi aussi, ouais. Il me semble que c'est une J'avoue. position quand même assez jusqu'au boutiste. Ouais. Alors après, le Ouais, bouquin, il a été écrit en 2006, enfin, le bouquin de Reynaud. Comment Passeron, c'était dans les années 90. Reste à savoir ce qu'on entend, ce qui se fait réellement, ouais. Là-dessus, je sais pas, ouais, faire de la sociographie, quoi. Oui, il faut faire de la sociologie. Voilà, exactement. Ouais. Ouais, ouais, intéressant. Ouais. Sinon, parmi les auteurs, enfin là, c'est pour la blague, mais parmi les sociologues en exercice qui défendent l'idée que la sociologie n'est pas une science, il y a Maffesoli. Mais Oui, bon, c'est un auteur qui est quand même moins pris au sérieux que, ouais, que Passeron. Mm. ouais, c'est vrai. J'ai lu comment? Il a écrit une préface d'un bouquin. J'ai juste lu la préface. C'est un ouvrage un peu de référence. C'est un sociologue qui a écrit sur la sociologie du quotidien. Je ne sais plus son nom. Non, je ne sais plus. Bon, bref, ça m'a fait. C'est sur conseil de Gérald Bronner que je Mhm. vais lire, enfin que j'ai lu le bouquin. J'ai juste lu la préface et j'ai vu Maffesoli, quoi. Je me suis, je me suis fait mince, c'est Maffesoli qui a écrit la préface d'un livre des années 70. Bon, elle paraissait pas déconnante, mais. Ouais, il a peut-être vrillé depuis, il y a eu le C'était temps. quoi l'effet d'arme de Maffesoli déjà? Ah bah, en particulier, ce qui a choqué le plus, c'est que il est, euh, il est participé, comment on dit, encadré cette thèse de sociologie de Elisabeth Tessier Ah oui, en 2001, je crois. qui défendait, ouais, par là, ouais, Donc, qui défendait le bien fondé scientifique de l'astrologie, enfin en tout cas au moins en pointillé, quoi. Et hmm, puis après, de manière plus générale, enfin toute ça, enfin tout, je sais pas, mais une bonne partie de sa production qui est vraiment pour le coup pas scientifique du tout, quoi. C'est juste une sorte d'interprétation à l'arrache et complètement idiosyncratique hmm. de tout un tas de phénomènes, même pas forcément quantifiés ou calibrés. Il y a, je pense que tu connais l'épisode du canular avec Arnaud Oui. Saint-Martin et Emmanuel Quinon. Voilà. Et puis, il y avait eu un texte de critique accompagnant. Et donc, c'était Maffesoli qui avait été piégé. C'était une Sa revue revue, ouais. proche, très très proche de lui, où publie ouais, plein de gens qui évoluent dans les mêmes cercles. Est-ce que Reynaud passe en revue certains, parce qu'il il défend en fait l'idée que les différents paradigmes sociologiques peuvent être réduits l'un à l'autre, ou en tout cas on peut les comprendre de manière convergente, Hmm. si je ne défends pas trop ce que tu as Non, expliqué. non, c'est bien ça, ouais. Euh, est-ce il mentionne peut-être les principaux paradigmes qu'il a en tête quand il raconte ça ou... Alors non, lui, il fait, dans mon souvenir, en fait, il explicite d'abord l'axiomatique weberienne. Alors attends, non, d'abord de Georges Simmel. Donc lui, c'était la sociologie et la science des actions réciproques. Donc ça, c'est l'axiomatique S1. Et en fait, il développe comme ça en S2, S3, jusqu'à S8 par Mhm, rapport à l'action. Et à côté de ça, il montre, il présente l'axiomatique pardon, weberienne. Donc, par exemple, la première, on voit, bon, la première de Simmel, c'est la sociologie et la science des actions réciproques. Et il montre, pour Weber, c'est la sociologie et la science de l'activité sociale. Donc, ça, c'est la première. Bon, ensuite, il y a pareil, il y a un développement. Et dans une autre partie, donc, déjà, il fait une critique des deux.
Et puis, à la fin, il crée le paradigme wéberio-simélien, et qui transforme en SW1. La sociologie est une science, elle est fondée sur l'étude d'observables. Après, SW2, les seuls observables d'une société sont les individus à l'interaction. Et après, il développe comme ça. Donc, elles ne sont pas entièrement recouvrables. Il y a 6 points il y a 6 points SW1 jusqu'à 6. Et ensuite, il y a sous-programme 2, étude des raisons de l'action. Et là, c'est plus weberien. Mais il montre qu'en partie, elles peuvent se joindre, quoi. Par contre, il montre pas il fait pas un état des lieux, des paradigmes ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment simplement, il montre un exemple d'application. Ouais. D'accord. Je pense qu'il faudra, parce qu'en fait, je suis pas mal, j'attends impatiemment son nouveau bouquin. En fait, j'ai pu voir le sommaire, etc., des choses, donc je pense qu'il y aura plus à attendre de celui-là. Là, celui-là, c'était vraiment fait pour montrer que non, la sociologie ne mérite pas une épistémologie particulière, du simple fait que des contre-exemples existent, quoi. Et du coup, c'est au choix du sociologue. Ok. Ben écoute. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup Valentin d'être venu parler de ce livre-là. Donc je rappelle que nous avons discuté du bouquin de Dominique Reynaud, La sociologie et sa vocation scientifique, qui était sorti en 2006. Celui-là. Voilà, on peut même montrer la couverture. Voilà, merci beaucoup. Et puis, merci, à une prochaine fois. Merci Vincent de l'invitation. Au revoir. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.